Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi leur entrée en lice en battant les Sili nationales de la Guinée par un petit score de 1-0. Les Congolais Edo Kayembe, les seuls buteurs de cette rencontre. Conséquence directe de cette rencontre, les Léopards prennent la première place de leur groupe avec 3 points. Et en Algérie, les travaux de la première phase du projet Algéro-Quateri pour la production de lait en poudre ont débuté dans la commune de Timektek, dans la wilaya d'Adrar. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je le dis au sommaire, les Léopards de la République démocratique du Congo débutent bien sa campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en disposant de la Guinée par 1-0 au stade de Martyr grâce à l'unique but marqué par Edo Kayembe à la 27e minute de jeu. L'escouzola nous fait le point depuis le stade de Martyr. Donc d'où on peut comprendre cette difficulté à finir les actions. Tentative de frappe, quel but de loin. Ça n'est fini ici au stade des Martyrs dans cette rencontre qui a opposé la RDC à la Guinée-Conakry. 1-0 donc en faveur des Léopards, but marqué par Edo Kayembe à la 27e minute. On a vu l'équipe congolaise qui a été un peu titillée par l'équipe guinéenne, mais a su faire l'essentiel dans cette partie. Une équipe guinéenne très en jambes avec 53% de possession de balles contre 47 pour la République démocratique du Congo qui jouait pourtant à domicile. Un total de tirs de 11 partout, mais la RDC a été plus tranchante dans les derniers gestes. Il reste à savoir ce qui sera fait le lundi prochain lors de cette rencontre qui va opposer l'Éthiopie à la République démocratique du Congo au stade Benjamin Mkapa en Tanzanie. Depuis le stade de Martyr, Blaise Trozola, Journaliste Télévision. Loin, il a Complètement. Hein, il paraît à... Et quelques heures avant le martyr, quelques supporters rencontrés devant le stade de martyr avaient donné leur pronostic quant à la rencontre entre la RDC et la Guinée. Ils sont au micro de Blaise Kouzola et Giscard Tamba. Ouais, match à l'élo. Match ils bien. Et sa première journée à qualification à Cannes. Pronostic 2-0 en faveur à RDC. Bon, Guinée, na limite na longa RDC. Donc quand nous écoutons, azaka toujours na C. Les pas toujours na C. Donc bonne chance l'équipe nangaye, naza congolais. Après c'est chance pour l'équipe nationale à Bisso. Naza congolais véritable congolais. Donc quoi cette médaille était pour la mboka nangaye. Donc on a trop si de gagner des. Et pour en parler, nous avons un intervenant sur ce plateau. Il s'agit de M. Dieudonné Bouanali, journaliste au sein de Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Patience Lokeke, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Dieudonné Bouanali, les Léopards ont certes gagné, mais il n'y a pas eu d'engouement au stade de Martyr, c'est 6 septembre. Pourquoi et quelles sont les raisons? Bon, depuis la construction du complexe Omnisport Stade des Martyrs, entre 1989 et 1994, ce stade a toujours été le temple du football congolais. C'est le lieu où l'équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo, accueille tous ses adversaires. Et parfois à Lubumbashi, quand le stade est indisponible. Depuis sa construction et jusqu'à ce jour, ce stade contenait 80 000 places assises. Et si on doit compter les allées, et quand il y a une forte affluence, c'est 100 000 personnes. Mais avec les derniers travaux d'aménagement du stade pour les moderniser davantage, vous vous souvenez que depuis la construction de ce stade, jusqu'à il y a 2 ans, ce stade n'avait jamais reçu des sièges pour les différents compartiments, pour toute tribune latérale, centrale et d'honneur. Avec la mise en place, l'installation des sièges, ce nombre-là de 80 000 est passé de 80 000 à 72 500 places. Pourquoi? Les instances fêtières du football mondial, en l'occurrence la FIFA, Fédération internationale du football association, la Confédération africaine de football CAF, avaient demandé qu'on puisse créer une tribune de presse. C'est ce qui a diminué ce nombre.
Si on doit compter 72 500 places par rapport au nombre demandé des supporters, des billets qui devaient être vendus, 50 000, il y a une différence de 22 500 supporters. Même sur les 50 000, aujourd'hui, il y a eu moins de 30 000 places, et moins de 30 000 supporters, voulais-je le dire, au stade. Et cela est justifié par plusieurs raisons. Nous allons en parler. Selon vous, quelles sont les conséquences de cette faible affluence sur le plan sportif, économique et financier? Bon, passer de 80 000 places assises à 50 000 places, devant des billets, et pour, en définitive, recevoir moins de 30 000 supporters dans les stades, cela a des conséquences fâcheuses sur les plans sportifs, économiques et financiers. Je vous donne rapidement les prix. Pour accéder au stade aujourd'hui et assister au match RDC-Guinée, il fallait débourser l'équivalent de 10 000 francs congolais pour les pourtours, tribune latérale 20 000 francs congolais, tribune centrale 50 000 francs congolais, Patience Lokeke, et tribune d'honneur 100 000 places et 100 000 francs congolais. Maintenant, prenons la moyenne de 10 000 francs congolais qu'on devait débourser par chaque supporter pour accéder au stade. On multiplie ça par 50 000 supporters. Je fais les calculs, ça donne l'équivalent de 500 millions de francs congolais, ce qui représente une bagatelle somme de 160 à 170 000 dollars américains. Mais avec moins de 30 000 supporters, cet argent attendu de 170 000 dollars sera moindre et on va avoisiner autour de 100 000 dollars. C'est moins que ce qui était attendu par les organisateurs. Parmi les raisons, il y a les coûts exorbitants du billet hors bourse. 10 000 francs congolais, par exemple, pour les pourtours, c'est 3,5 dollars américains. Et selon les économistes, mais les experts en développement, un Congolais lambda vit avec moins de 3 dollars par jour. Et vous demandez à ces Congolais-là de payer 3,5 dollars, soit 10 000 francs congolais. À cela, il faut ajouter les frais de restauration, rafraîchissement, les moyens de déplacement aller-retour. Dans une ville dépourvue de services de transport, c'était vraiment très coûteux pour eux. À cette raison, il faut ajouter aussi les derniers événements qui ont eu lieu à Kinshasa. Vous n'avez pas oublié les troubles à la prison centrale de Makala, et puis les concerts du frère pasteur Mike Kalambay, qui avait occasionné des morts d'hommes. Beaucoup d'Équinois et Équinoises amoureux du ballon rond, ou encore ces symptômes-là des décès dans leur tête, cette peur-là bleue. Ils n'ont pas voulu faire les déplacements pour les raisons qui leur sont propres. Vous ajoutez aussi les embouteillages monstres, les difficultés de se déplacer à Kinshasa. Malgré l'absence de l'électricité dans certains ménages, cette raison devait pousser les gens à aller au stade. Mais malheureusement, bon, il n'y a pas d'électricité dans nos maisons. Il n'y a pas aussi de moyens de transport pour se déplacer. Les coûts du billet. Nous condamnons aussi la faible mobilisation des différents comités de soutien de Léopard. Il y en a plusieurs qui n'ont pas vraiment fait leur travail cette fois-ci, avec des actions marketing, des émissions, des banderoles, pour pousser les Quinoises et Quinois, et même ceux qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, à aller soutenir l'équipe nationale. Nous terminons aussi par une absence remarquable. C'est le chef de l'État, Patience Lokeke. C'est le premier supporter de Léopard, Félix Tshisekedi. Il est actuellement en Chine pour participer au forum Chine et Afrique. Il n'a jamais manqué les matchs de l'équipe nationale. Lui aussi, il amène un public au stade. Bon, tout le monde savait qu'il ne sera pas là. Bon, restons quand même à la maison. Mais c'est une partie remise. Le public va revenir. C'est à la FECOFA, à tous les membres de l'organisation d'y travailler, parce que les 11e homme qu'est le public et les 12e homme qu'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sont très importants pour pousser notre équipe nationale à la victoire. Merci, M. Dieudonné Guanali, pour vos éclaircissements. Merci aussi à vous pour votre invitation. On va changer de chapitre. La Première ministre Judith Suminwa a reçu en audience jeudi 5 septembre 2024 à la primature nationale des autorités traditionnelles du Congo
but par son président Mwenda Munongo Godefroy. Au début de cet échange, les différentes difficultés que connaissent les conservateurs du pouvoir coutumier en RDC. Suivez. C'est le jeudi 5 septembre qu'une délégation de plus de 14 chefs coutumiers a été reçue par la première ministre Judith Suminwa. Au cœur de leur échange, la situation sur les différents domaines de la République démocratique du Congo, mais aussi le dépôt à Judith Suminwa d'un mémo contenant leurs desiderata. Le comité national de l'ANATC est venu voir Madame la première ministre afin d'abord de la féliciter pour son élévation, mais aussi et surtout pour lui présenter nos desiderata, les problèmes liés à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, tant au niveau national, provincial que local. Les autorités traditionnelles du Congo ont exprimé leur engagement à œuvrer pour la paix dans l'est du pays et à combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national et envisagent par ailleurs un renforcement de coopération avec le gouvernement souminois. Il y a tellement de domaines, autant de domaines qu'il y a de problèmes dans la République, tant au niveau sécuritaire, de développement, de cohésion nationale. C'est ça qui sont dans la Constitution nos prérogatives, afin de s'assurer que le pays évolue dans la paix et qu'il n'y ait pas de tumulte et de désordre. Nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle. Mais il y a malheureusement beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Et elle nous comprend, elle a une approche très, vu son passé, elle a une approche très pragmatique de nos problèmes et nous comptons sur elle pour faire l'état de lieu des problèmes d'abord, puis après nous développer, aller de l'avant. Ah, ça nous dérange au plus haut point, que ce soit au niveau du Nord Kivu, dans l'Est, ou au niveau ici, juste à côté, avec les tensions dans le Bandundu. Nous avons nos concertations internes et nous avons même des chefs qui contribuent à la paix, que ce soit avec les jeunes Ouazalendou, etc. Mais néanmoins, il y a une approche plus coutumière que nous avons exposée à la Première ministre. Attentive aux préoccupations soulevées par ces délégations des autorités traditionnelles, la Première ministre a reçu leur mémorandum et leur a promis de les capitaliser. Et c'est jeudi 5 septembre 2024, le camp Augustin Kabouya et Deogracias Bizoubou, qui disputent le poste du secrétaire général de l'ULPS, ont annoncé avoir fait la paix alors qu'il s'est projeté une confrontation ce samedi 7 septembre au siège de ce parti. Ils ont fait cette annonce à l'issue d'une réunion qu'ils ont eue autour de Marthe Kassalou, la mère biologique du président de la République. Le travail à la permanence le samedi 7 septembre. Ce samedi 7 septembre, le comte Deogracias Bizoubou a prévu d'introniser celui-ci comme secrétaire général de l'UDPS au siège de ce parti. En réponse, Augustin Kabouya avait aussi lancé l'appel à ceux qui le soutiennent à se pointer au même endroit à la même date pour se défendre, ce qui a fait craindre une implosion et vider de justesse. En effet, le conflit au sein du parti présidentiel a commencé lorsqu'une frange de membres a eu à dénoncer le secrétaire général Augustin Kabouya, l'accusant de plusieurs griefs, notamment le népotisme et une gestion autoritaire. Une crise qui s'est exacerbée au point que la Convention démocratique du parti CDP en sigle arrive à désigner Deogracias Bizoubou comme secrétaire général de l'UDPS. Maman Marthe Kassalou, comme on l'appelle, en sa qualité de membre d'honneur de l'UDPS, a usé de son aura pour calmer les ardeurs et prodiguer des conseils à toutes les parties. Suivant le conseil de Maman Marthe, suivant aussi la volonté du chef de l'État qui veut que la paix règne, ce qui était prévu ce samedi, tous les combattants de l'UDPS doivent savoir que ça n'aura plus lieu. Que chacun reste à la maison, que chacun va à ses occupations. Si Deogracias Bizoubou a appelé à la paix, Augustin Kabouya n'a pas traîné les pas. Ce samedi, qu'aucun combattant ne vienne à la permanence de l'IDPS pour riposter contre quoi que ce soit. Dans chaque famille, il ne manque pas de problèmes. Mais nous avons une référence, le chef de l'État, à qui nous adressons nos sincères excuses.
La dernière décision pour taire définitivement les différends à l'UDPS revient au président de la République Félix Tshisekedi, reconnu comme l'autorité de référence de ce parti politique, car cette réunion autour de l'épouse du Sphinx de l'Imité ne semble pas régler toutes les questions, bien qu'un drame a été évité. La paix est vivement recommandée au sein du parti présidentiel pour soutenir le président Tshisekedi, qui est à son deuxième et dernier mandat selon la Constitution. Et en Ituri, 2 grands groupes criminels opérant avec des armes ont été encore présentés ce jeudi 5 septembre 2024 en ville de Bunia. La première bande est constituée de sujets ougandais, la deuxième des Congolais. De biens volés, dont de motos et appareils téléviseurs ont été aussi présentés. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri en a profité pour lancer encore un message aux belligérants. La première bande ici est constituée de 6 sujets ougandais spécialisés dans les attaques sanglantes des ONG internationales. Ils sont facilités par un sujet congolais au nom de Singoma. Cette deuxième bande criminelle avec sa receleuse est aussi tout autre, spécialisée dans le braquage des shops monétaires et cible des commerçants. Le dernier cas en date est l'assassinat d'un vendeur de carburant non loin du pont Kirikou. C'est un nombre de 3, les voici cela. Et où il y a pas toujours. 3 ici. C'est l'autre qui était à l'arme ici. Téléphone. L'autre ici avait les torches bleues là. L'autre avait une barre à mine. Ils m'ont tiré 2 balles réelles. C'est la 3e balle qui m'a touché. Heureusement, j'ai la vie sauve. Au total, c'était 6 balles et les 3 balles qui ont été tirées de plus, c'était dans la maison. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a félicité les services de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord féliciter nos services. Avec peu de moyens que nous avons, voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police, c'est ça la côté. Oh, armée, ça la côté. Tola la kate. En Ituri, les rebelles n'entretiennent pas de bonnes relations avec leur communauté, a poursuivi le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même tout ce que vous faites, vos mouvements. Quelle que soit la communauté. C'est rare qu'il y ait une communauté Tiongue. Vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme si... Non, on vous aura et vous allez le payer très cher. Seulement, durant cette année en cours, plusieurs coffres forts ont été brisés par ces mercenaires ougandais, dont celui de l'entreprise Mogabaon et Bralima renchérit nos sources. Au moment où les autorités congolaises planchent pour un partenariat encore plus bénéfique entre la Chine et la RDC, les provinces ne sont pas en reste. Autant une délégation de la ville de Kinshasa a fait les déplacements de Pékin pour attirer les investisseurs dont la capitale congolaise, autant dans le Kasaï central. Un cri de cœur est lancé au gouvernement central et au président de la République de ne pas oublier Kananga, dans cette ville où plusieurs travaux ont été lancés. Ils sont plusieurs ceux qui en appellent à leur aboutissement heureux, et à l'exemple de Sostin Kambidzi, le député élu Zumba. Le plus grand défi de la province, c'est que nous arrivions, nous dirigeants, à la désenclaver. C'est le plus grand défi qu'on a. C'est vrai, on va vous dire, bon, chacun a une lecture que je respecte. Quelqu'un va me dire le plus grand défi, c'est faut assainir la ville, il faut lutter contre les ravins, tout ça. Mais pour faire tout ce travail, il faut l'argent. À partir du moment où la province est dans l'incapacité de mobiliser des ressources, notamment financières, c'est difficile de le faire. Donc je crois, à mon humble avis, que le plus grand défi, c'est que nous, dirigeants, nous fassions tout pour que d'ici à la fin de notre mandat, nous puissions désenclaver la province. Et quand on aura désenclavé la province, les restes des choses vont se faire. Je demande au chef de l'État et au gouvernement de la République d'avoir leurs yeux sur la province du Kasaï central. Nous sommes enclavés. On n'a pas de moyens. Le gouverneur est arrivé, il n'a rien trouvé comme recette. Alors il faudrait qu'au niveau de Kinshasa, que la rétrocession vienne régulièrement pour permettre au gouverneur de travailler. Le chef de l'État, qui a été massivement voté dans cette province, il a obtenu pas moins de 98%,
devrait faire un effort pour que la route Kanakalamambouji soit cette fois-ci une réalité. Les gens demeurent dubitatifs dans cette province au regard de beaucoup de promesses qui ont été faites qui n'ont jamais été réalisées. Vous avez l'affaire Chitkatende qui aujourd'hui demeure une histoire. Pourtant, c'est une réalité. Mais c'est une histoire. Donc nous ne voulons pas que la route Kanakalamambouji devienne encore comme l'affaire Chitkatende. Nous voulons vraiment que le gouvernement central mette à profit ce qui a été tiré dans 6 communes pour nous permettre d'avoir cette route. C'est à l'issue de cette route seulement que si 2 ans, 3 ans, vous revenez dans cette province, vous verrez que la province a changé. Mais si on ne fait rien au niveau de cette route, dans 5 ans, quand vous reviendrez, peut-être que vous ne trouverez pas la ville parce que vous voyez, avec tout ce qu'il y a comme ravin, on n'a pas moins de 200 ravins sur cette ville. Donc la ville de Ghana ne va pas exister. Nous serons tous obligés de rentrer dans nos villages. Donc nous implorons le chef de l'État et le gouvernement de la République qu'on ne fasse pas ce qu'on nous a fait. On avait déjà lancé les travaux de cette route en 2022. Le chef de l'État était ici. On a lancé les travaux de cette route. Rien n'a été fait. Nous ne voulons pas que ce qui a été fait puisse ressembler à ce qui a été fait il y a quelques années. Donc nous comptons beaucoup sur l'accompagnement du gouvernement de la République pour que cette route, Kanakalamambouji, soit réalisée. C'est seulement avec cette route que le reste des choses peuvent suivre. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Le Nigeria dépend à hauteur de 25% des importations pour ses besoins de riz. L'État de Lagos, qui abrite la plus grande rizerie du pays, multiplie des coopérations nationales et internationales pour stimuler la production. Blaise Kouzola pour les commentaires. Au Nigeria, le gouvernement de l'État de Lagos vient de signer un accord de coopération avec l'entreprise Iyai Keri Arawana, filiale du groupe agroalimentaire singapourien Wilmar International dans le riz. Selon le responsable, ces nouveaux partenariats devraient contribuer à améliorer la productivité au sein de la chaîne de valeur riz à travers un transfert de connaissances et de technologies. En Chine, YK opère dans le riz depuis 2006. L'entreprise produit les marques phares des riz chinois Arawana, Xiangnanland, Wonder Farm, Gold Lingots, Neptune et Golden Carp. Il faut noter que l'État de Lagos abrite l'usine de traitement de riz d'Imota basée dans la ville de Lagos. Inaugurée en janvier 2023, l'installation présentée comme étant la plus grande rizerie d'Afrique est dotée d'une capacité de traitement de 32 tonnes de paddy par heure. Selon les données officielles, l'usine affiche un besoin annuel de plus de 240 000 tonnes de paddy, alors que la production dans l'État de Lagos tourne autour de 90 000 tonnes. Et en Algérie, les travaux de la première phase du projet Algéro-Qatari pour la production de lait en poudre ont débuté dans la commune de Timekten, dans la wilaya d'Adrar. Cette initiative, selon les autorités du pays, vise à produire 50% de besoins nationaux en la matière et permettra d'approvisionner le marché local en viande rouge. Rachel Misenga pour les commentaires. L'Algérie a lancé la première phase d'un ambitieux projet stratégique pour l'agriculture. Le projet issu d'un partenariat entre le pays d'Afrique et l'État du Qatar vise une production de 50% de besoins nationaux de lait en poudre sur une superficie de 117 000 hectares à Tamalous, dans la wilaya d'Adrar. Selon les autorités du pays, cette initiative devrait contribuer au renforcement de l'autosuffisance laitière du pays et moderniser les secteurs agricoles nationaux. En 2026, cette usine entamera sa première phase de production avec pour objectif d'atteindre plus d'1,5 milliard de litres de lait en long terme, soulignent les autorités. Le projet dédié à l'élevage et à la production de lait en poudre fournira de la viande rouge au marché local, dynamisant ainsi l'économie régionale.
Le plan national de développement de culture stratégique en Algérie vise l'autosuffisance en céréales d'ici 2027 avec la réhabilitation des 500 000 hectares dans le sud du pays avec une extension de surface pour la production de maïs, des légumes secs et des graines oléagineuses. Place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Les deux sujets phares des quotidiens quinois sont la tentative d'évasion à la prison de Makala et le forum de coopération Afrique-Chine. Le phare rapporte que la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala a révélé l'état déplorable des infrastructures pénitentiaires du pays. Construits en grande partie à l'époque coloniale, ces établissements sont en délabrement avancé avec une gestion des ressources marquée par des détournements. La première ministre Judith Suminwa, de retour à Kinshasa, a immédiatement remis en question les priorités budgétaires et envisage la construction de nouveaux centres ou la réhabilitation des infrastructures existantes. Cette crise a aussi exacerbé les tensions entre le ministère de la Justice et le magistrat, comme le souligne Géopolice Hebdo. Le vice-ministre Samuel Bemba accuse le magistrat de la surpopulation carcérale, tandis que ces derniers, soutenus par les conseils supérieurs de la magistrature, réclament de nouvelles infrastructures pour pallier cette crise. Ces conflits mettent en lumière la fracture persistante au sein du système judiciaire congolais. Dans ces contextes, la Prospérité annonce que le directeur de la prison de Makala, Joseph Youssoufou Maliki, a été suspendu et est activement recherché. L'intérim est assuré par Madame Deko Madeleine, ancienne directrice adjointe. Constant Moutamba, ministre de la Justice, lors de sa visite à la prison, a exprimé des doutes sur la tentative d'évasion et a accusé certains responsables de sabotage en raison de la surpopulation causée par l'envoi de détenus supplémentaires sans tenir compte de la capacité d'accueil. Les débats sur la situation socio-économique du pays sera abordé à l'Assemblée nationale. Le Conseil économique et social, dirigé par Jean-Pierre Kiwakana, a remis des avis consultatifs au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, rapporte Africa News. Ces avis incluent des réformes sur la gratuité de l'enseignement, les diagnostics de la situation socio-économique depuis 1960 et des propositions pour combattre la corruption. En économie, Info 27 met en avant le forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC 2024 où Xi Jinping a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars américains pour l'Afrique. Cet investissement couvrira des domaines clés tels que les énergies renouvelables, l'industrie, les infrastructures et l'agriculture. Forum des As détaille les actions de la Chine pour soutenir la réduction de la pauvreté en Afrique. La Chine fournira 1 milliard de yuan en aide alimentaire d'urgence, construira des zones agricoles d'une superficie de 6670 hectares, enverra 500 agronomes et réalisera 500 projets d'intérêt public. En matière de développement vert, 30 projets d'énergie propre seront mis en place et des plateformes pour l'alerte météorologique précoce seront développées. Pour conclure, Référence Plus souligne que le contexte économique en RDC reste préoccupant. La misère persistante conduit à une augmentation des paris sportifs parmi les jeunes quinois qui cherchent une échappatoire face au chômage et à l'absence d'opportunités économiques malgré les risques élevés des dépendances et des difficultés financières. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, les léopards de la République démocratique du Congo ont reçu leur entrée en lice en battant le Sili national de la Guinée par un petit score de 1-0. Les Congolais Edo Kayembe, le seul buteur de cette rencontre. Conséquence directe de cette rencontre, les léopards prennent la première place de leur groupe avec 3 points. Et en Algérie, les travaux de la première phase du projet Algéro-Quaterie pour la production de lait en poudre ont débuté dans la commune de Timekten dans la wilaya d'Adrar. Et c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.